moi, le punch que j'aurais à vous dire en tant qu'investisseur, ceux qui ont su lire le marché de 2025, c'est eux qui vont construire en 2026. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de l'année en 2025 en investissement, multilogement, industriel, commerce de détail, terrain, toutes les transactions faites, également le financement fait en 2025. On va faire une revue de l'année au complet. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Christian Pomerleau, Sophia Meliani et Laurent Paquin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On est déjà fin janvier 2026 est débuté en grand. On a déjà les critères d'augmentation du TAL sont rentrés, puis on a aussi senti déjà un engouement de marché déjà en 2026. L'idée aujourd'hui, c'est de passer en revue toutes les faits saillants de l'année, les grandes transactions, expliquer les tendances et aussi regarder un petit peu où est-ce qu'on va aller en 2026 à travers les différentes classes d'actifs. J'ai envie de commencer tout de suite avec Laurent Paquin. Laurent, aujourd'hui, tu vas nous faire un exposé sur quelle catégorie de marché? Je vais faire le tour aujourd'hui de série des grandes transactions qui ont marqué notre attention, commerce de détail, industriel et bureau. Je vais vous parler aussi de comment s'en va le marché présentement, qu'est-ce qu'on voit comme indicateur de marché, les volumes transactionnels de toutes ces catégories d'actifs-là. Puis je vais vous dire aussi un peu mon opinion, selon moi, où est-ce que s'en va le marché pour les premiers trimestres de 2026. J'ai super hâte d'entendre ça, surtout dans une classe de marché avec des classes de marché avec des rebondissements aussi importants. Ça va être important de t'écouter, Laurent, pour avoir ton feedback. Christian, comment ça va aujourd'hui? Tu vas nous parler de quoi? Ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est le transactionnel au niveau du financement, du refinancement. On a eu une très grosse année. C'est drôle parce que dans le marché, j'entendais que ça va un peu moins bien, ça doit être tough un peu pour vous autres parce que j'entends que le marché, tiens, là, je parle de 2025, a baissé un peu. Mais vraiment, là, PMML, on avait le vent dans les voiles parce qu'on a une croissance importante. Puis aussi, je vais vous parler de pas nécessairement le détail, mais de grandes transactions qui a été faites en financement, puis plus un peu leur style. Puis on en a une dernière, le dernier bébé de grandes transactions qu'on a eu dernièrement là, à Drummondville. Je pense que ça vaut la peine de regarder un peu. Super. Sophia, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Donc, moi, je vais vous parler, bien entendu, de terrain puis des nouveaux projets qui vont s'en venir en 2026 à travers les transactions qu'on a vu se transiger en terrain en 2026. En 2025, ça s'annonce mouvementé, chantier, grue. Ça va aller vite en 2026. Super. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Il a été annoncé là, récemment là, que la Ville de Montréal donnait 80 sites, dont 40 prêts à construire. La nouvelle mairesse aussi qui va alléger là, les réglementations 2020-2020, fait que je vais vouloir ton input là-dessus pour la projection 2026. Commençons avec la classe d'actifs, selon moi, là, qui a été la plus résiliente, qui l'est toujours au fait, c'est le multilogement. Donc, à chaque année, on a un volume transactionnel de plus en plus élevé. On est allé faire 2672 transactions en 2025, ce qui est encore une hausse historique. Donc, on fait des milestones. On n'arrête pas de dépasser des hausses constantes en termes de prix de la porte, en termes de compression du TGA. Donc, on vend des multiplicateurs de revenus nets de plus en plus élevés. Mais en même temps, on sent une grosse compression de marché. Puis là-dessus, Christian, tantôt, je vais avoir ton input là, pour ce qui est du multilogement. Je vais vouloir savoir là, ce qu'il y en est en termes de refinancement. Puis de mon côté, je vois qu'il y a beaucoup d'argent de réinvesti, mais c'est pas la totalité des investissements là, qui sont faits si on regarde ce qui a été refinancé. Donc, ça va être intéressant de regarder ça. Beaucoup de grands portfolios qui ont été vendus. La Ville de Montréal a vraiment sonné la cloche en début d'année avec une vente surprise là, qui a été annoncée quelques semaines d'avance, mais quand même une vente qui vient chambranler le marché québécois et montréalais. Une transaction où est-ce que la Ville de Montréal achète de CAPREIT 741 unités là, situées dans l'ouest de Montréal, dans un quartier où il y en a grandement besoin, où est-ce qu'il y a beaucoup de petits logements puis une grande population immigrante avec bien sûr un budget peut-être de loyer moins élevé qu'ailleurs. Donc une grande transaction qui vient se fixer. Et tout au long de l'année, il y a des ventes importantes de fait
à travers des grands joueurs institutionnels. Il y a eu la privatisation de certains joueurs institutionnels. Minto Apartment REIT qui s'est privatisé. Ça veut dire quoi? Qui se retire du marché pour avoir plus d'agilité dans un marché où est-ce que normalement on s'en va chercher l'argent auprès du public en termes d'investissement. Et quand le public est déconnecté de la réalité du marché, mais on doit se privatiser pour être plus agile et être capable de faire des transactions plus rapidement. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais j'aimerais sauter tout de suite là avec Sophia sur la construction neuve, les terrains vendus, puis les grandes tendances. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que le multilogement reste une tendance en terrain ou est-ce que tu vois beaucoup plus des terrains vendus pour l'industriel ou pour le développement en 2025? 2025, ça a été une année très en demande pour le multirésidentiel. C'est principalement la plupart des grandes transactions qui se sont transigées, c'était pour du développement multirésidentiel. On ne parle que de ça en 2025 et je pense qu'on va en parler encore au moins pendant les 24 prochains mois. Comment tu vois ça, l'annonce? Bien là, bien sûr, on parle de 2025. La nouvelle mairesse de Montréal, dès qu'elle est rentrée en pouvoir par son directeur lors d'une réunion à l'IDU, un lunch, est venu annoncer comme quoi qu'il y avait peut-être l'intention d'abolir le règlement 2020, mais que finalement, on va venir peut-être temporiser ça pendant un certain temps, assouplir la réglementation et aussi venir donner 80 terrains à des constructeurs pour bâtir. Donc, ces gens-là qui étaient déjà en développement tout au long de l'année réagissent comment à ça? Comment est-ce qu'ils ont pu construire des bâtiments en 2025? Est-ce que les expectatives de construction étaient là? Est-ce que les gens étaient plus en développement de terrain, en multilogement? Comment tu as vécu ce bout-là, construction, vente près des TOD, etc., avec le développement aussi du métro de Montréal, de la ligne bleue? Ce que je te dirais, c'est que l'assouplissement, s'il y a lieu pour le règlement 2020 va énormément aider. C'est sûr que c'est un paramètre parmi tant d'autres. C'est sûr que la construction a besoin d'un peu plus d'aide que uniquement cet assouplissement-là. Mais ce que ça va créer, c'est que ça va aider les constructeurs à pouvoir avoir plus de logements au prix du marché et les chiffres vont plus fonctionner dans les projections de construction pour qu'on puisse avoir des projets qui sont viables. Parce que la difficulté qu'on a eue en 2025 au niveau des constructeurs, des développeurs, c'était principalement de pouvoir faire fonctionner les chiffres par rapport au coût d'acquisition des terrains, par rapport au pieds carrés construisibles ou au pieds carrés terrains bruts à développer, même si les terrains étaient zonés. Ça reste qu'il y a une grande difficulté à pouvoir faire fonctionner les chiffres pour avoir des projets rentables. Bien entendu, je pense que les investisseurs ont tous compris en 2025 que maintenant, on n'achète pas uniquement pour construire, pour faire du volume, on achète des projets où on achète du terrain pour de la détention long terme. Très important du côté des investisseurs au niveau du terrain. Je pense aussi que cette année, 2025, ce qu'on a vu aussi dans ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, il y a eu énormément de transactions majeures. Hein. On a eu énormément de grosses acquisitions. Tu sais, si on veut passer un petit peu quelques transactions qu'on devrait sûrement parler, qui ont marqué l'année 2025, on a eu 2 grosses transactions que j'aimerais qu'on se rappelle un petit peu. Ça a été comme la cerise sur le gâteau, ça a été les transactions de décembre 2025, fait qu'on a bien fini l'année avec les 2 plus belles transactions. Il y a eu la Cité du Havre à Montréal, dans le fond, un terrain qui a été acquis par le gouvernement fédéral pour faire un projet de 2500 à 2600 logements avec une proportion de plus de 50% ou au minimum 50% de logements abordables. Ça, c'est une annonce qui fait en sorte qu'on voit que les transactions sont de plus en plus importantes en termes de logement, mais aussi on voit que les terrains qui vont se développer sont très centrés. On parle aussi d'une autre transaction que j'ai trouvée très intéressante aussi en décembre 2025. Le Versant Soleil à Mont-Tremblant, 2 terrains qui sont vendus à 34 millions. Ça, c'était les terrains qui ont été acquis pour le futur Club Med. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un investisseur international, c'est un fonds d'investissement international qui fait sa première entrée en Amérique du Nord et c'est la première fois qu'il investit en Amérique du Nord. Il investit chez nous, au Québec, à Mont-Tremblant.
pour le Club Med. C'est un fonds d'investissement français qui nous vient de France. Donc, si on regarde un petit peu les transactions qu'on a vu passer au niveau du terrain en année 2025, on a eu des transactions emblématiques, par exemple la fameuse transaction à Sainte-Dorothée à Laval qui s'est vendu un terrain à 22,8 millions de dollars, la double transaction, tout le monde en a jasé, qui venait de la famille Guzzo à la famille Montagny et qui a été revendue à Costco. Ça, c'est des transactions qui ont marqué l'année. On a eu la Place Laval qui a été vendue aussi en 2025 à 17,9 millions. Donc, encore là, une densification résidentielle majeure à proximité du métro Montmorency. On a vu aussi le projet Jade à Candiac, le terrain qui a été vendu à 21,08 millions. Donc, le lancement du projet Jade, on parle ici de 1750 logements. On a eu d'autres transactions aussi quand même très intéressantes. L'ancien Golf Le Boisier à Terrebonne qui a été vendu à 27 millions. Ici, c'est une transaction un peu stratégique. Ça a été une acquisition municipale qui pour préserver le grand parc naturel. On a vu aussi à Sainte-Foy, l'îlot Mendel qui a été vendu à 33,65 millions. Ça, c'était un repositionnement majeur pour un site stratégique directement lié à l'arrivée du tramway. Donc, pas mal de transactions pour n'en citer que quelques-unes qui ont marqué l'année 2025 au niveau des acquisitions de terrain. Quand on prend un pas de recul à travers ça, l'année 2025 nous envoie un message clair. Pour moi, là, quand je lis ça, le marché, il n'a pas ralenti, il s'est juste recentré. Les capitaux se sont dirigés vers des terrains qui sont stratégiques, qui sont bien localisés, souvent liés au transport collectif ou au pôle d'emploi et aux usages institutionnels. Donc, on a observé à travers ces transactions une présence accrue des acheteurs publics, parapublics et une restructuration active dans la transformation des villes. On en parlait l'année passée, on a de plus en plus d'acheteurs, de vendeurs, de joueurs et d'acteurs institutionnels qui sont dans le marché, dans les grandes transactions, qui sont en train de reformuler les infrastructures des grandes villes. On a vu des investisseurs qui ont privilégié des projets d'envergure, des projets qui sont phasés. On a vu aussi une vision à long terme plutôt que des gains rapides. On a moins vu de transactions qui se sont faites pour des petits projets. On a vu beaucoup plus de projets phasés, vision long terme. Ce qu'on a vu aussi dans l'année 2025, là, les critères ESG, on en a parlé beaucoup dans les 2 dernières années, mais on entend beaucoup les critères sociaux, environnementaux, la durabilité, le logement abordable, l'accessibilité sociale, tout ça, là, c'est plus des arguments marketing ni de vente, là. C'est rendu que c'est des conditions de réussite essentielles parce que les projets qui vont lever en 2026, qu'on a vu les ventes de terrain se faire en 2025, c'est tous des projets qui vont contenir ça. C'est très, très, très essentiel. Ceux qui n'ont pas compris ça pourront plus continuer à construire dans les prochaines années. Puis moi, là, quand je vois les acquisitions qui sont faites en 2025, moi, je me dis, ce qu'on achète aujourd'hui nous dit exactement qu'est-ce qu'on va construire demain. Et ce que 2025 nous dit pour cette année en 2026, là, je pense qu'on va voir une accélération de la densification résidentielle, surtout près des axes de transport. On va voir une reconversion massive des bureaux, terrains commerciaux et institutionnels. Justement, on va voir les entrées en phase d'exécution. On est au début de l'année en ce moment. On va voir énormément de phases d'exécution. Donc, on rentre dans la partie permis, planification, ouverture de chantier. Dans moins de 60 jours, les premiers chantiers vont ouvrir. Les terrains bien situés, qu'est-ce que ça va faire pour eux? C'est que pour messieurs, les propriétaires fonciers, les terrains bien situés, bonne localisation, proches des axes routiers, proches des hubs d'emploi, vont prendre encore plus de valeur. Les villes vont accélérer la densification, puis je pense même plus vite que prévu parce que des gros projets comme ça dans les grandes villes, ça va accélérer la densification, même pour les municipalités. Thierry, plus tôt t'en parlais, plusieurs terrains vont être présentés par la Ville de Montréal, prêts à bâtir pour les constructeurs. C'est ce que ça nous dit, c'est la densification qui s'accélère. Les joueurs qui ont sécurisé leurs acquisitions de terrain en 2025 sont en avance en ce moment par rapport aux autres, parce que les autres, ils vont devoir composer avec des coûts un peu plus élevés et moins d'options. Donc, moi, là, si je veux terminer un recap pour moi de l'année 2025 au niveau du terrain, du foncier et de la construction qui s'en vient, je pense que l'année 2025, ça a été une année de décisions courageuses.
Et 2026, ça va être une année où les décisions vont devenir plus visibles, tangibles. On va voir des grues, des chantiers, des permis, des annonces. On va voir moins de spéculation. On va voir plus de concret sur le marché, plus de projets qui vont sortir de terre. Donc, je pense que c'est une année où est-ce qu'on est en train de voir vraiment beaucoup de mouvements qui vont arriver. Je pense que ce sera pas une année d'attentisme, ça sera une année d'exécution. Puis les terrains qui ont été transigés en 2025, qui vont rentrer bientôt en phase de permis, planification, ouverture de chantier. Donc, moi, le punch que j'aurais à vous dire en tant qu'investisseur, ceux qui ont su lire le marché de 2025, c'est eux qui vont construire en 2026. Fort intéressant, puis je pense que tu as fait un bon résumé qui ressemble aussi un peu à ce qu'on voit en multilogement puis ce qu'on voit dans d'autres catégories d'actifs. Les gens ils vont faire des mouvements stratégiques importants, ils vont avoir des nouveaux partenariats, puis là, tantôt, Christian, tu vas pouvoir nous en parler. Je vais avoir vraiment ton input, mais là, j'aimerais tout de suite passer à tout ce qui est commercial, industriel, qui a vu quand même, commercial qui a vu une résilience, un retour sur le marché important. Il y a aussi tout ce qui est industriel, là, où est-ce qu'il y a eu des changements de marché importants, et bureau, où est-ce qu'on a vu des transactions importantes. Laurent, peux-tu nous surfer là-dessus, puis nous dire comment tu vois le marché, puis nous expliquer les tendances et les transactions 2025? Oui, merci beaucoup Thierry. Fait que un marché 25 qui était très actif, on le sait en ce moment, les cap rates se sont un peu comprimés, fait que ça a aidé le marché, les taux d'intérêt qui ont baissé. Ce qu'on a vu pour 2025, le grand gagnant de l'année 2025, c'est le commerce de détail. Commerce de détail qu'on est passé d'un volume transactionnel qu'on était à 2,2 milliards, on a dépassé le 3 milliards. On est donc rendu à peu près à 3,1 milliards transactionnels pour l'année 2025 en retail. L'industriel, quant à lui, qui avait passé de 3,2 et qui était notre meneur pour l'année 2023-2024, effectivement aussi, est descendu à 2,6 puis est remonté en fin d'année à 2,8 milliards au niveau transactionnel. Fait que l'industriel et le retail en ce moment se chevauchent pour la tête. C'est deux catégories qui sont très fortes. Moi, on voit que le retail pousse très fort. Puis si on regarde les statistiques, là, on voit le bureau qui était sous la barre du milliard de dollars, qui vient de franchir la barre du milliard. Puis ce qu'on voit, nous, présentement sur le terrain, Thierry, c'est beaucoup de demandes pour du bureau, mais dans des pôles proches des axes routiers. Il faut que ça soit quartier 10-30 à Montréal. Il faut que ça soit prime location du type A, pas du type B. Il faut que ça soit c'est un flight to quality encore qu'on vit, flight to experience. C'est ça que les gens recherchent présentement. Fait que moi, selon moi, ce qu'on va voir en 2026, c'est vraiment le bureau qui devrait remonter dans les chiffres tout près du niveau transactionnel de 1,5 à 2 milliards de dollars, selon moi. Et Laurent, comment tu vois l'évolution des service bay, des big box, la logistique? Est-ce que la logistique reste toujours le cheval de tête dans ce genre de transactions-là industrielles? Il y a eu beaucoup de transactions industrielles de fait en 2025 d'importance, mais ça reste que la construction de ce qu'on a vu du côté de l'Ontario, d'Ottawa, quand même augmente en termes d'industriel. Comment tu vois l'évolution de la logistique? Puis est-ce que ça va toujours être le produit prisé en 2026? On voit qu'il y a eu un ralentissement dans tout ce qui est les big box, Thierry. Le taux de vacances, là, c'est sûr qu'il y a eu Amazon, là, la fermeture d'Amazon, qui a eu un impact dans le marché définitivement. Mais le taux de vacances est passé de 2 à 6 %. Fait qu'on le voit qu'il y a un certain ralentissement qui se fait au niveau de l'industriel, surtout pour ces gros joueurs-là. Là, on pense au 3PL qui est Third Party Logistics, fait que tous les transporteurs qui s'occupent aussi de la gestion, de la manutention. Il y a un ralentissement. Présentement, quand je parle à ces grandes entreprises-là, ils me disent qu'aujourd'hui, ils roulent à 70 % de ce qu'ils devraient rouler. Fait qu'on le voit qu'il y a un certain ralentissement. Ce qu'on voit qui se construit de nouveau, c'est souvent du sur-mesure. Consolidation d'entreprises qui achètent parce que c'est un modèle d'affaires qui est très répandu partout, les entreprises qui font de l'acquisition d'autres entreprises, puis ils veulent bâtir un immeuble sur du sur-mesure. Fait que ce qui est recherché présentement, c'est du gros terrain industriel qui est quand même rare. Puis sinon, le reste, je te dirais que ça reste vraiment à surveiller. Ça va être vraiment le contexte économique, là, on va savoir un peu plus, mais que ça se règle au niveau des tarifs douaniers puis tout ça, qui crée encore de l'incertitude dans le marché, qui fait que le tout est un peu plus au ralentissement encore au niveau de l'industriel. Ce fameux confiance dans le marché puis l'aller-retour au niveau des valeurs locatives au pied carré des immeubles industriels à travers le Québec. C'est quoi la grande tendance dans les deux derniers trimestres 2025? Comment tu vois le premier trimestre 2026 au niveau des valeurs locatives?
Valeurs locatives qui descendent. Beaucoup d'immeubles, quand j'ai parlé tantôt de taux de vacances qui augmente à 6%, ça veut dire qu'éventuellement, on va avoir plus d'offres sur le marché. Qui dit beaucoup d'alloués, dit beaucoup d'aventes éventuellement. C'est un cycle qui est normal puis qu'on voit venir d'avance. Les taux, on est passé là dans le pic, là, puis je parle pour une moyenne. On a eu du 18, oui, du 17, mais la moyenne était à 15,75 dans le pic de l'industriel. Puis présentement, je te dirais que la moyenne doit tourner autour de 13, 13,50, dépendamment d'un paquet de facteurs. La hauteur libre, quai de chargement, porte-plancher, l'emplacement stratégique, le terrain, il y a un paquet de facteurs. Mais présentement, oui, ça baisse. Oui, on a recommencé à donner des TI, donc Tenant Improvement, des améliorations locatives et des mois gratuits aux locataires. Fait que c'est un marché qui change rapidement. Mais ceux qui sont bien positionnés, ils n'en ont pas de problème. C'est vraiment ceux qui ont été construits parce que la demande était tellement forte qu'ils sont éloignés des grands centres urbains, qui ont construit des gros immeubles industriels. Présentement, c'est beaucoup plus dur à louer. Fait que je pense que pour 2026, on peut s'attendre à une stabilisation du marché locatif industriel. Puis si ça viendrait qu'à baisser, ce serait une baisse assez légère selon moi. Okay. Continuons avec le commerce de détail. Le commerce de détail qui a pris quand même un bon engouement de marché, mais il ne faut pas oublier qu'on avait plusieurs années là, depuis COVID là, d'arrérage en termes de performance. On a pris une grosse performance cette année. Comment tu vois l'évolution du marché de détail dans un univers, bien sûr, où est-ce que l'expérience client est important et que, bien sûr, le foot traffic devient comme capital en ce moment. Tous les marchés secondaires, commerce de détail, c'est un peu difficile. Comment tu vois le marché évoluer de ce côté-là? Commerce de détail qui se porte très bien. Faut pas non plus juste regarder les chiffres. Hein. Nous, c'est ça notre spécialité, puis c'est ça notre travail, c'est de décortiquer ces chiffres-là. Puis quand on regarde la hausse de plus ou moins 1,2 milliard là, qu'il y a eu cette année, juste là-dedans, on a 565 millions qui est la vente des promenades Saint-Bruno. Fait que c'est sûr qu'il y a des grosses transactions comme ça que souvent, quand on est analyste, on va aller retirer de l'équation pour avoir vraiment le pouls du marché, pour pas avoir des données faussées. Fait que le retail se porte très bien. De là à dire les chiffres sont incroyables, de là à dire que c'est un marché qu'il faut se positionner en ce moment, j'y crois au retail. C'est encore là, une fois, ça revient aux mêmes choses. Puis je pense que comme Sophia le disait dans le terrain, en ce moment, le monde, ils veulent des actifs qui sont bien positionnés. C'est ça qu'on voit en ce moment. Le monde veut solidifier aussi les actifs qu'ils détiennent déjà. Puis ils veulent des actifs bien positionnés. Tout ce qui était s'éloigner des grands centres. Puis même Thierry, tu vas en parler peut-être tantôt dans le multilogement, mais ceux qui ont construit très loin, là, ils ont de la misère à louer en ce moment. Fait que c'est un marché en ce moment, je pense qu'on revient aux fameuses bonnes bases. Location, location, location. Puis en ce moment, dans le retail, c'est ça qui est la niche en ce moment. Puis les promenades Saint-Bruno, qui est un actif qui était très en demande. Là, j'ai les statistiques devant moi, puis c'est très performant comme centre d'achat. Au centre, définitivement. Merci, Laurent. Une repolarisation importante, puis un repositionnement de tout dans toutes les catégories d'actifs. Christian Pomerleau, Managing Partner de la division financière de PMML. Christian, tu annonces la variation des taux directeurs tout au long de l'année 2025. Comment tu as senti la confiance dans le marché par rapport à tes annonces? Puis qu'est-ce qui a influencé l'engouement de financement en 2025 sur le marché? Ben, en fait, là, tu parlais de variations. On en a eu quelques-unes. On avait eu un ajustement au niveau des taux. Je pense que là, il y en a une qui s'en vient dans 2 jours, hein, d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que la capsule va partir, là, mais le 28 janvier, on s'attend vraiment à ce que ce soit stable. Effectivement, ce qui est le défi en ce moment, c'est que il y a encore un manque de confiance dans le marché. Laurent, il l'a nommé, là, la grosse affaire, c'est les tarifs. Les tarifs, c'est les décisions complètement irrationnelles du président américain qui change de jour en jour, qui d'une journée, des fois, va mettre un petit peu de piquant dans le marché boursier, puis l'autre journée va vraiment mettre tout le monde consterné avec de grands questionnements. Puis tout ça, ça a une influence majeure sur les partenariats qui vont se faire dans le monde, puis l'approvisionnement. Puis, fait que, tu sais, ça a un impact économique assez important. Ça garde certaines personnes aussi sur le frein dans les investissements immobiliers, comment va se polariser l'argent, l'entrée des capitaux. On s'attendait à avoir une meilleure entrée des capitaux au Canada. C'est un petit peu plus léger que ce qu'on pensait, mais tout ça, c'est influencé par ça. Et je voulais revenir sur une petite affaire. Tu as posé une question tantôt par rapport au changement que la mairesse est en train de faire. Puis, j'ai pas voulu couper ma collègue Sophia parce qu'elle était tellement organisée, puis c'était tellement beau ce qu'elle disait. J'ai dit, Caroline, c'est quasiment un poème. Mais je voulais juste dire que,
En fait, je l'ai rencontrée il y a une semaine, la mairesse, dans un événement. Puis j'ai entendu son speech. Puis honnêtement, là, j'ai eu une bonne vibe. Dans le sens que je pense qu'elle veut faire des bonnes choses. J'ai hâte de voir dans le futur là, qu'est-ce qui va vraiment, vraiment se passer. Mais j'ai eu une bonne vibe dans le sens que oui, elle va toucher au règlement 2020-20, à l'abolir, là, mais tu sais, elle va probablement toucher des parties pour alléger. Mais il y a quelque chose dans son discours que j'ai aimé, c'est que pas mal tout ce qu'elle va essayer de faire puis de mettre en place, ça va être pour mettre de la vitesse. Puis ça, tu sais, Sophia, tantôt, je me souviens pas, parlait d'allègement au niveau de la réglementation puis tout ça. Moi, je veux vous dire qu'une des clés, surtout pour la construction, c'est vraiment la vitesse parce que on a des dossiers, là, puis on le vit nous autres mêmes, là, dans l'équipe de courtage. On a des dossiers qui rentrent, les proformas fonctionnent au début de ça, mais le temps est tellement long pour créer un dossier de construction, pour aller chercher les permis, pour aller chercher, tu sais, tout ce qu'il faut sur les terrains, puis aller, tu sais, pas chez mon voisin, puis tout ça, pas à côté de chez nous, puis toutes ces choses-là, c'est tellement long que le proforma a le temps de changer, puis quelque chose qui fonctionnait au début vient qu'à un moment donné ne fonctionne plus autant. Fait que je pense que à partir du moment où dans le milieu du financement, on parle de vitesse, puis une bonne vitesse là, contrôlée, ben je pense que ça va vraiment aider tous les investisseurs sur le marché. Puis là, ben c'est ça. Je pense que ça m'amène finalement à vous parler tantôt. Je vais vous dire ce que je pense pour 2026, là, mais il y a eu des grosses transactions en 2025, puis il y en a eu des multiples, là, mais on en a sorti une douzaine, nous autres, toutes des transactions qui ont été au-dessus de 100 millions et plus, puis ce que je peux voir, c'est que, premièrement, on parle de consortium d'emprunteurs qui est sophistiqué, des partenariats qui sont complexes, des sociétés en commandite, évidemment des structures avec des prêts qui sont syndiqués, avec en tout cas, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus complexe, puis c'est le fun d'entrer dans ce genre de marché des capitaux ou de marché de financement-là, mais c'est vraiment pour les très grosses transactions. Fait qu'on parle de transactions qui ont des montages financiers qui impliquent, tu sais, un capital stack qui est vraiment bien organisé. On parle de multilogements, évidemment, mais aussi dans le semi-commercial, j'en ai vu de très belles, d'usage mixte aussi, avec de l'industriel, du commercial résidentiel. Fait que, par exemple, on a un dossier d'un projet de logements sociaux abordables qui a été fait pour les aînés à Lévis. Ben, juste dans la structure de hypothécaire, ben, on se ramasse avec une hypothèque qui est sans échéance fixe. On a des garanties d'exécution qui sont complètement différentes, avec un montage qui a été garanti avec des montants beaucoup, beaucoup plus élevés que la normale, tout ça, comparativement, si on l'avait fait juste avec un immeuble, on avait comme un multiple d'immeubles. Puis la logique derrière ça, c'est c'est une logique dissuasive, puis une logique qui est plus réglementaire. Fait que, tu sais, on le voit qu'on est complètement ailleurs dans la structure. Tu sais, chez PMML, on a notre sweet spot, nous autres, où est-ce qu'on a nos dossiers entre 3 et 20, 25 millions. Puis après ça, bon, on fait des grandes transactions. D'ailleurs, j'ai goût de vous en parler un peu, mais on en a fermé une avec une équipe, l'équipe de Québec avec Mathias puis Vincent, une belle transaction à Drummondville de 100 millions qui, elle, impliquait au-dessus de, je pense, c'est 80 immeubles, là. Fait que c'était une belle transaction qui a eu ses complexités aussi puis ses enjeux. Et puis, ça m'amène à dire que ben, dans de la grosse transaction, même comme dans de la petite, la réglementation, les événements SCHL, les avis SCHL, quand c'est du SCHL, même les prêteurs, leur changement fait en sorte que c'est devenu tellement sophistiqué que moi, je pense que quelqu'un qui s'en va dans le marché sans avoir une excellente équipe dans toutes les sphères, là, une équipe de courtier immobilier, mais une équipe de courtage hypothécaire, puis des bons spécialistes qui vont travailler dans le dossier, je pense qu'ils font fausse route parce que ce qui s'en vient là, dans les prochaines années, là, on m'a demandé en fin de semaine au HEC, est-ce que je pense que
l'avenir de 2026 appartient à ceux qui vont trouver les meilleurs deals ou ceux qui vont être plus structurés? Puis la réponse est vraiment, vraiment simple. C'est la structure, surtout si on veut s'en aller dans du gros marché. Il y a comme 3 éléments clés. La première, c'est structure de financement, savoir comment monter son stack, là, c'est-à-dire l'équité qu'on amène, notre dette senior, peut-être une dette conjointe aussi, là, ou alternative. Il y a peut-être des fois des balances là-dedans ou de la négociation. Après ça, le deuxième élément, c'est la liquidité. Il faut de la liquidité, skin in the game, c'est le new name. Il y a pas de financement qui se fait sans avoir une bonne structure de liquidité. Puis je parle pas juste de la mise de fonds, là. Je parle de la liquidité qui est là pour supporter le projet sur du long terme. Puis ça m'amène au 3e point. Il faut penser en cycle. Puis penser en cycle, ça veut dire quoi? C'est que quand on fait une acquisition, on fait un refinancement, on part pour un financement, on a ce cycle de financement-là ou de refinancement qui peut durer 3, 4, 5 ans si c'est de la SCHL, peut-être 10 ans si on a pris le long terme SCHL. Ça, c'est un cycle. Mais il y a aussi le cycle immobilier, tu sais, qui monte, qui descend, tu sais, qui bouge. Il faut penser en cycle parce que c'est pas tout de faire cette acquisition-là. Il va falloir la supporter dans le temps, puis il peut se passer un paquet d'affaires dans le temps, il peut se passer des changements au niveau des partenariats, il peut se changer, tu sais, au niveau économique, au niveau de la compression des TGA, il peut avoir du changement au niveau des taux d'intérêt. Fait qu'il faut penser en cycle. Je pense que c'est là que les grands gagnants vont s'en sortir. Des deals, ça va toujours être des deals, il va toujours en avoir, sauf que même malgré la recherche de deals, là, quelqu'un qui est bien structuré va tirer son épingle du jeu. Puis, ce que j'ai vu aussi, il y a quelque chose qui m'a... Parce qu'on parle beaucoup de multilogement, mais j'ai vu certaines régions vraiment solides au niveau du reste, là, tu sais, d'autres. Par exemple, l'industriel, j'ai remarqué qu'à Montréal, puis en Montérégie, c'est quand même deux places où est-ce que économiquement, ça bouge beaucoup. Le terrain, Sofiane a parlé, mais Montréal, Montérégie, Laurentides aussi, ça bouge beaucoup au niveau du terrain. Dans le bureau, Montréal, Québec. Dans le détail, il y a Montréal, Montérégie, Laval. Fait que si vous avez entendu Montérégie beaucoup, je vois que la Montérégie là, a plein de belles ressources puis beaucoup de mouvements. Je pense qu'ils ont le vent dans les voiles. Fait que ça va être à surveiller. Puis moi, c'est sûr qu'au niveau de mon équipe de financement, on va regarder tout ce qui se passe là-bas aussi. Fort intéressant, Christian. C'est vraiment un résumé. On se rend compte en parlant que on a tout un peu la même dynamique, puis on voit tout un peu la même chose en tant que professionnel. Donc, une repolarisation de l'argent, pas d'achats non calculés ou de masse ou des achats bruts importants. On est plutôt dans un positionnement en ce moment stratégique. Les gens se positionnent, tant les institutions financières que les joueurs institutionnels, que les joueurs privés veulent être en partenariat avec des gens qui sont compétents, qui connaissent leur marché, puis capables de soutenir une acquisition, une vente d'actifs ou un portfolio stratégique sur une plus longue période. On sent que la détention est plus dans le court terme. Le long terme va gagner. C'est une tendance qui est internationale en ce moment, avec un marché aussi sensible et des valeurs aussi élevées, avec une hyperinflation qu'on a vécue. Il faut trouver des positions stratégiques. Cash is king. Il y a beaucoup d'argent qui n'a pas été redéployé encore, là, notamment dans le multilogement, puis dans d'autres catégories d'actifs. Les marchés secondaires commencent à s'amenuiser un peu. Il y a un effritement, chose naturelle qui ressemble beaucoup à un cycle économique. Là, on est comme dans un cycle immobilier. Au fait, on est dans un paradigme. On n'a jamais vécu un marché semblable à ce qu'on vit aujourd'hui. Des valeurs très élevées, un fort argument, des gens qui sont très careful dans leur acquisition. Ça va être fort intéressant de voir où est-ce qu'on s'en va. Une sophistication du marché, sophistication des vendeurs, des acheteurs. Dans le multilogement, on n'a jamais vu des prix de la porte aussi élevés. On est à peu près à 4,3 de TGA en moyenne à travers le territoire. Dans les constructions neuves, il y a un paquet d'immeubles qui se sont vendus en haut de 460 000 la porte. Je vous aurais dit ça il y a 2 ans. Vous aurez probablement raccroché au téléphone en me parlant parce que c'était juste inconcevable. On est rendu là. On est en train de faire des transactions. Actuellement, Montérégie est un très fort secteur là, dans toutes les catégories d'actifs, mais aussi dans le multilogement et en industriel. Mais en multilogement, on voit des valeurs actuellement à Longueuil. On est en train de faire des transactions à 230 000 la porte.
C'est énorme pour des immeubles qui datent de 1950, 1960, 70. Nouvelle conjoncture de marché. Beaucoup plus de joueurs aussi, des joueurs institutionnels, la Ville de Montréal, plusieurs municipalités qui ont des super pouvoirs maintenant au niveau de la législation pour débloquer des nouveaux permis de construction un peu partout sur le territoire, vont les appliquer, comprennent aussi la dynamique sociale et de marché, l'interaction avec la population qui est mieux informée, qui comprend beaucoup plus les moves politiques en ce moment, et des joueurs qui sont prêts à déployer de l'argent des family office et de l'international qui est téléversé à Montréal, mais qui n'est pas apparente à travers des sociétés canadiennes qui est Québec Inc. Il y a quand même aussi beaucoup d'argent qui viennent de l'extérieur. Je pense aussi à certains REIT là, qui font des mouvements importants pour vendre des actifs un peu plus âgés, se repositionner. Ces actifs-là sont pris par des acheteurs privés qui veulent se repositionner dans des actifs de plus grande taille. Je pense notamment à Boardwalk aussi, qui a fait des acquisitions majeures, là, qui vient rajeunir de façon importante son portfolio en achetant des immeubles à Laval, 541 unités à Laval. Beaucoup de mouvements de marché. 2026 va être une année de consolidation, va être une année de partenariat, va être une année où est-ce qu'on va se complexifier en tant qu'investisseur. On va prendre de l'expérience, se complexifier au niveau de notre structure. Nos structures vont être beaucoup plus complexes. On va avoir des sociétés qui vont être faites de façon différente pour aller chercher le meilleur du marché. Et cash is king, et les injections en argent qu'on va faire aujourd'hui vont vraiment déterminer où on va aller demain. Donc moi, je vais être très à l'écoute et très à l'affût de où va l'argent en 2026. Donc, fiez-vous pas nécessairement aux joueurs institutionnels. Informez-vous, suivez-nous là dans nos différentes approches au marché pour bien vous informer. Suivez où va l'argent en 2026. Je vous remercie à tous les trois. Vous êtes des professionnels et c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens qui se connaissent autant. J'imagine que vous êtes disponible pour répondre aux questions de tout le monde, là, si jamais des gens du public qui en ont également, moi je le suis. Et on vous encourage à aller voir le site pmml.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous trois. Hey, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Thierry. Merci.